Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, il est midi, vous êtes sur Sud Radio. Dans Y a pas d'âge, nous sommes ravis avec David de vous accueillir pour une heure d'émission avec toujours plus d'infos, plus de conseils. Alors au sommaire. Au sommaire, il n'y a pas d'âge pour faire face à la pénurie de médicaments. Comment se soigner quand la pénurie de médicaments menace la santé des Français? Écoutez bien Catherine, en 2023, près de 5000 médicaments étaient en rupture de stock. Au moment où les allergies sont là et frappent fort, la ventoline fait aujourd'hui partie des absents. On vous parle de toutes ces absences de médicaments. Il n'y a pas d'âge pour découvrir Antoine de Saint-Exupéry, disparu il y a 80 ans. Que connaissons-nous vraiment du papa du Petit Prince? Pour ma part, pas grand-chose. C'est pourquoi Alain Viercondelet va nous emmener en voyage dans des zones d'ombre et de lumière de l'auteur du livre le plus traduit dans le monde. Il n'y a pas d'âge pour aider son prochain. Vous voulez faire un don, une donation, vous voulez prêter de l'argent à un ami ou à un membre de votre famille, attention, il y a des règles à respecter pour que tout se passe bien. Et puis, on va aussi vous parler de l'obligation alimentaire. Est-ce que vous savez ce que c'est, Catherine? On ne sait pas toujours. Notre spécialiste financier va vous parler de tout ça dans quelques minutes. Il n'y a pas d'âge pour emmener son animal de compagnie en voyage avec soi. Oui, mais on va vous faire découvrir plein de lieux de vacances qu'ils seront ravis de découvrir avec vous. Petite pépette d'amour ou votre petit loup de Poméranie. Et pour ceux qui ne peuvent pas les emmener, on va vous donner tous les bons plans pour les faire garder, évidemment. Et nous recevrons le comédien Patrick Préjean qui remonte sur scène avec 2 pièces de théâtre haletantes qu'il va jouer consécutivement pendant le Festival d'Avignon et ensuite au théâtre de Passy. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire face à la pénurie de médicaments. Comment faire quand on s'entend dire régulièrement « Je suis désolée madame, mais ce médicament est en rupture ou en difficulté d'approvisionnement ». Comment faire quand il n'y a pas de plan B? Depuis quelques jours, la ventoline et la sérétide, 2 médicaments contre l'asthme, produits par le laboratoire britannique GSK GlaxoSmithKline, sont en rupture d'approvisionnement. Cette pénurie met en difficulté le quotidien de près de 4 millions de Français qui souffrent d'asthme. Et en ce moment, période printanière où les allergies au pollen sont de plus en plus fortes, évidemment cela renforce la crise. Bonjour Pascal Fontaine. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur commercial Europe, alors plus seulement des pharmacies Lafayette, n'est-ce pas? Du groupe IJ31, effectivement. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, Pascal, la pénurie de médicaments menace la santé des Français? Je ne peux répondre que oui. Elle menace la santé des Français et elle perturbe fortement leur capacité à se soigner, notamment avec l'exemple précis que vous avez cité autour de la ventoline, qui est un produit qui n'a pas de solution alternative et qui effectivement ne permet pas aux Français de se soigner correctement. Alors Pascal, si on croit les laboratoires pharmaceutiques, il n'y a pas de pénurie. On est face plutôt à une difficulté d'approvisionnement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux pas être d'accord. Aujourd'hui, nous sommes pharmaciens, nous avons plus de 1200 pharmacies. Nous constatons tous les jours que ce soit sur la ventoline ou les 5000 molécules que vous citez tout à l'heure, nous avons énormément de difficultés à nous approvisionner. Et d'ailleurs, un chiffre, nos pharmaciens passent à peu près 20 heures par semaine à essayer de trouver les bonnes sources d'approvisionnement. Et je vous rappelle que nous n'en avons qu'une, ce sont les grossistes. Ce sont les gens qui livrent les médicaments aux pharmacies. Les pharmaciens ne sont pas producteurs, donc nous subissons effectivement des ruptures constatées tous les jours. Et dire qu'il n'y en a pas, ce serait mentir. Donc en fait, vous subissez à la fois le stress de toutes ces personnes qui viennent vous voir en pharmacie et qui ne peuvent pas être satisfaites, et le stress face à ces laboratoires qui finalement ne peuvent pas vous approvisionner. Donc finalement, il y a... En fait, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'effectivement, nos pharmaciens sont aussi très embêtés vis-à-vis de leurs patients, parce qu'aujourd'hui, on délivre des médicaments, surtout sur certaines pathologies chroniques, où on constate que depuis quelquefois 6 mois, il y a des gens à qui on ne peut pas délivrer de médicaments, ou des médecins qui essayent de trouver des alternatives, mais qui ne sont pas le médicament prescrit initialement. Donc c'est une situation qui ne cesse de se détériorer, puisque si je vous ramène aux années 2018-2019, on avait bien évidemment quelques tensions, mais sur 200, 300 références. Aujourd'hui, on dépasse les 5000 références et sur des ruptures très longues. Oui. Au-delà de la ventoline, quels sont les autres médicaments qu'on vous réclame le plus souvent et que vous n'avez pas?
Vous l'avez suivi, notamment ça a fait le cœur de l'actualité pendant l'hiver, c'est-à-dire que dès qu'il y a une demande croissante, que ce soit sur aujourd'hui de la ventoline, puisqu'il y a un pic d'allergie, mais rien de spectaculaire par rapport aux autres années, ou l'amoxicilline, qui, notamment sur les solutions infantiles liquides, ont fait le cœur de l'actualité de l'hiver, ou aujourd'hui, tout ce qui est traitement antidiabétique, la dépakine, donc la liste est nombreuse, et ce sont des médicaments courants, et ce qu'il faut comprendre dans cette approche, c'est qu'on est purement dans une logique industrielle, et les décisions qui sont aujourd'hui prises par les gouvernements depuis des années génèrent cette situation. Mais alors, est-ce que pour informer nos auditeurs, est-ce que dans la plupart des cas, il y a des médicaments de substitution? Alors la ventoline, vous disiez qu'il n'y en avait pas, mais pour les autres, qu'est-ce qu'on peut proposer à la place? Là, on parlait tout à l'heure de l'amoxicilline et des antibiotiques de façon plus générale. Vous avez différents spectres antibiotiques qui peuvent être traités, l'amoxicilline étant la principale prescrite. On a aussi des médicaments génériques, c'est-à-dire que quand on parle de médicaments, vous avez les médicaments brevetés initiaux, qu'on appelle les princeps, et puis vous avez les médicaments génériques qui ont été créés dans les années 2000 pour ouvrir les brevets, en tout cas faire tomber les brevets et permettre à la sécurité sociale de faire des économies. Et là, on est dans deux logiques d'approvisionnement industriel, et les deux filiales, que ce soit le princeps ou le générique, sont en rupture. Donc, on a énormément de mal à s'approvisionner, et globalement, ce que les Français doivent comprendre, c'est qu'on a une décorrélation totale en France entre une logique de fixation des prix des médicaments et une logique industrielle de multinationales qui se retrouve avec des marges extrêmement faibles en France. Il faut savoir que la situation est complètement différente chez nos amis européens. C'est ça. Que ce soit en Allemagne ou en Italie. Voilà, parce que la ventoline, par exemple, qui, d'après ce que j'ai lu, est vendue autour de 4 €, ça veut dire est vendue 3 fois plus cher chez nos amis européens? Ça va même au-delà. Précisément 4,60 €. Elle est achetée, en tout cas, 3 fois et demi plus cher en Allemagne, et jusqu'à 7 fois plus cher, c'est-à-dire 35 € en Italie. Donc, si vous mettez à place d'un industriel que vous citiez tout à l'heure, mais ça vaut pour tous les médicaments, vous choisissez entre, même si c'est une production française, entre vendre un produit à 3,50 € ou 4 € ou le vendre à jusqu'à 34 € dans un autre pays. Donc, la logique, et on est quand même dans des entreprises multinationales qui cherchent quand même à faire du profit, aujourd'hui, le choix leur paraît assez naturel et simple à comprendre. Évidemment. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans une logique en France d'économie, alors qu'il y a des décisions très rapides sur lesquelles le gouvernement tarde à prendre depuis des années des décisions comme la substitution des biosimilaires qui nous amènerait tout de suite 3,5 milliards d'économies. Les Français doivent comprendre que ces pénuries ne sont que la résultante de politiques commerciales qui visent à équilibrer, et on voit que ça ne marche pas, le budget de la sécurité sociale. Et c'est la santé des Français qui en paie les frais. Et c'est la santé des Français qui en fait les frais puisqu'ils ne trouvent pas les produits essentiels pour se soigner. Alors justement, dans cette démarche de ne pas trouver les produits, est-ce que vous constatez un changement de comportement chez vos clients? Par exemple, est-ce qu'ils achètent 3 ou 4 boîtes de médicaments pour faire face à une pénurie possible? Voilà. Et de ce fait, est-ce que ce geste peut déstabiliser le marché? Alors, c'est difficile de constater que les gens font des stocks puisque ce sont des produits qui sont prescrits par des médecins et nous en avons très peu. Donc, il y a aussi la responsabilité du pharmacien à ne pas aller au-delà d'une ordonnance. Donc, les médecins et les pharmaciens sont des gens responsables et on ne constate pas ce type d'approche. Maintenant, on n'est pas... il y a potentiellement, et on essaie toujours de rejeter la faute sur les pharmaciens en disant que certains, pour le coup, stockeraient plus que d'autres pour avoir des médicaments à disposition, mais c'est absolument pas du tout le problème puisqu'il y a des contingentements qui sont mis en place chez les grossistes et qui ne permettent pas du tout ce type de fonctionnement. Donc, non, on est uniquement dans une logique de rupture et de contingentement, en tout cas par les laboratoires, pour vendre leurs produits dans d'autres pays. Et l'exemple que vous prenez de la ventoline, le groupe GSK les fabrique à Évreux, donc en France, et vend ses produits à l'international. Donc quand on est dans des logiques de dire on réindustrialise la France, potentiellement on produit, mais finalement ça part ailleurs, donc ça tient pas la route. Mais alors qu'est-ce qu'on fait?
Le gouvernement déjà a le droit de contingenter et d'interdire l'exportation de médicaments et de favoriser l'approvisionnement du marché français. Mais si je vais au bout de mon logique, qu'est-ce qui va se passer? Si vous obligez les industriels à rester sur le marché français et à vendre des produits qui bien souvent ils le disent, et je pense qu'ils ne mentent pas, sont quasiment vendus à perte, vous avez une désindustrialisation, ils iront produire ailleurs. On a une idée du nombre de produits qui sont en pénurie ou en flux tendu aujourd'hui? Ce que je vous disais, on est au-delà de 5000 produits aujourd'hui, médicaments, sur lesquels on a des très grosses tensions d'approvisionnement, et puis 1000 qu'on ne trouve plus du tout. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, Pascal Fontaine, est-ce que vous pensez que la réindustrialisation de l'industrie pharmaceutique promise par Emmanuel Macron, elle peut aboutir? Parce que finalement, au vu de ce que vous dites, c'est la seule voie qu'on a. C'est la seule voie qu'on a, mais vous voyez par mon exemple qu'on est dans une logique complètement inverse. C'est-à-dire que il y a une actualité en plus qui peut inquiéter si on la suit un peu plus précisément, c'est que le groupe Servier, qui est assez connu et un des plus gros groupes français, a mis et cherche à se séparer de Biogarant. Biogarant, qu'est-ce que c'est? C'est en tout cas un laboratoire de génériques. Un générique, c'est les produits dont je vous ai cité tout à l'heure qui ont perdu le brevet et qui s'appuient effectivement sur un tissu local, puisqu'ils ne sont pas producteurs industriels français. Et cette société est en vente. On sait que quand on lit les médias, ce sont des groupes plutôt indiens ou des fonds de pension américains qui sont sur cette approche. Et si on se ramène dans une logique économique, vous voyez bien que derrière, on a quand même un risque plutôt de désindustrialisation plutôt que reconstruction d'un modèle français fort. Merci en tout cas Pascal Fontaine, alors directeur des pharmacies Lafayette, pour cet éclairage sur un sujet qui nous concerne tous. Et du groupe IJ31. Et du groupe IJ31, absolument. N'oubliez pas Catherine. Absolument. Merci Pascal Fontaine. Eh bien nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant il n'y a pas d'âge pour découvrir Antoine de Saint-Exupéry. Alors disparu il y a 80 ans, que connaissons-nous vraiment du papa du Petit Prince qu'on a lu enfant? Eh bien pour ma part je n'en connaissais pas grand-chose et j'ai été vraiment surpris par un livre écrit par Alain Vircondelet qui va nous emmener en voyage dans les zones d'ombre et de lumière de l'auteur du livre le plus traduit en monde. Et je suis sûre qu'il va donner envie à beaucoup de nos auditeurs de relire Le Petit Prince. Mais tout à fait, c'est dans un instant, à tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et tout de suite, Y a pas d'âge pour découvrir Antoine de Saint-Exupéry, disparu il y a 80 ans. Que connaissons-nous vraiment du papa du Petit Prince? Que nous avons forcément, j'imagine, David, je vous pose même pas la question. Évidemment, lu, bien évidemment. Lu mais pas relu. Vous allez le refaire. Eh bien, je vais le relire. Je vais le relire cet été. Et effectivement, je vais le relire grâce à Alain Vircondelet, qui a écrit un livre absolument passionnant, et je pèse mes mots, qui s'appelle Saint-Exupéry, les amours de sa vie. Il vient de le publier aux éditions Alizio. Bonjour, Alain Vircondelet. Bonjour. Bonjour. Alors. Pour quelqu'un comme moi, effectivement, Antoine de Saint-Exupéry, c'est l'auteur de Courrier du Sud, Vol de nuit, sur son aventure dans les Andes à la recherche de son camarade, l'aviateur Henri Guillaumet. C'est le papa du Petit Prince, le livre le plus traduit au monde, avec plus de 329 traductions. Avec la Bible. Avec la Bible. Oui, mais non religieux, vous avez raison. Et alors, vous venez de publier un abécédaire qui nous emmène en voyage dans les zones d'ombre et dans les zones de lumière du papa du Petit Prince, parce que ça n'était pas quelqu'un de simple. Moi, j'ai une question pour démarrer, Alain Vircondelet, c'est qu'est-ce qui fait que 80 ans après sa mort, Antoine de Saint-Exupéry est encore l'un des grands écrivains français? Malgré tout, si j'ose dire. Malgré tout, parce qu'il a subi énormément de la part de ses compatriotes, mais aussi de la part des écrivains, de ses amis, de ses faux amis, comme il le disait, et en même temps, et de l'élite française, qui l'a complètement condamné depuis la guerre, sur des rumeurs. En fait, Saint-Exupéry n'est pas connu. C'est ce dont je me suis rendu compte lorsque, il y a 20 ans, en 2000 précisément, j'ai eu accès, pour la première fois, un biographe avait accès aux archives de Consuelo et d'Antoine,
Et elle n'était pas accessible parce que les héritiers de sa femme, Consuelo, ne voulaient rien montrer. Et il s'est trouvé que, par un heureux hasard de circonstances, en l'an 2000, j'ai pu entrer dans cette caverne d'Ali Baba qu'étaient les archives et pu avoir eu accès à ce qu'était finalement Antoine. Car Antoine a subi, non seulement, disais-je tout à l'heure, de la part des compatriotes, de la part de l'élite, de la part de la politique aussi, hein, de Gaulle, entre autres, par exemple, mais a subi aussi un ostracisme de la part de l'université. C'est-à-dire qu'on a absolument renoncé à étudier Antoine de Saint-Exupéry après la guerre. Et il n'y a actuellement encore pratiquement pas de thèses de doctorat qui sont en cours sur Antoine. Ce qui veut dire qu'il y a un blackout autour de lui qui peut être tout à fait surprenant. Et moi, j'ai compris pourquoi est-ce que Saint-Exupéry est toujours néanmoins l'écrivain considéré comme l'écrivain le plus, je dirais, le préféré des Français avec Victor Hugo. C'est les deux premiers noms qui surgissent à la mémoire des gens. Et aussi, c'est vrai, beaucoup par le Petit Prince et ce que le Petit Prince véhicule au plan du merchandising aussi. Oui. Il faut quand même se l'avouer, c'est une question aussi de management du nom. Hein. Mais l'œuvre n'est guère lue, encore aujourd'hui. Elle n'est guère lue. Elle l'était dans ma génération. Pour les garçons de 15-16 ans, pour la première communion, on offrait le pilote de guerre pour forger la virilité des garçons. Mais sinon, les filles ne lisaient pas Terre des Hommes, elles ne lisaient pas de Courrier Sud. Moi, ce que j'ai vu, à travers la chance que j'ai eue d'avoir accès, et je suis quasiment le seul au monde à y avoir accès aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai écrit tant sur Antoine, c'est parce que j'ai trouvé un autre homme que celui que les héritiers eux-mêmes d'Antoine n'ont pas montré. Alors justement, on va... Ouais, justement, en lisant le livre, je trouve que, enfin, on a l'impression que vous faites corps avec Saint-Exupéry, vous lui vouez une vraie passion. Oui, mais pour autant, je suis pas fanatique. Hein. Pour autant, je dis les zones d'ombre et mais j'essaie de faire un travail d'enseignant-chercheur d'abord, et puis aussi je pense que j'ai toujours considéré que la biographie, le genre lui-même, ça ne devait pas être un compte-rendu, je dirais, de flic, quoi. Oui. Vous voyez ? Alors, justement, on va pas faire de compte-rendu de flic, on va plonger dans l'abécédaire. Si je vous dis la lettre C, Consuelo Suncine, qui était-elle ? Oui. Et puis surtout, pourquoi Antoine de Saint-Exupéry en fait la rose de son petit prince ? Oui. Alors, à la lettre C, il y a Consuelo, et il y a aussi, peut-être en parlera-t-on, Clocher. Et ça, c'est très intéressant. On y reviendra. Oui. Consuelo, eh bien, c'est une femme qui a été complètement méprisée par la famille d'Antoine. Méprisée totalement, donc oubliée. Les sœurs d'Antoine, jalouses de Consuelo, l'appelaient la comtesse de cinéma. Donc c'était une fille qui était libre, une femme qui était libre, qui avait son âge, d'1 an de différence. Et elle était une femme libre qui avait déjà été mariée 2 fois. C'était une femme qui avait été top modèle même dans les années 20 et c'est dans les années folles donc et qui était très libre et qui était une fille assez riche de par sa famille qui était des grands producteurs de café au Salvador et qui a demandé l'émancipation à l'âge de 16 ans et qui est partie vivre aux États-Unis et qui était une artiste et qui s'était mariée avec un homme très riche qui s'appelait Gómez Carrillo, docteur en littérature et en même temps diplomate, et qui vivait à Paris. Et elle enchantait le tout Paris. Elle était le petit volcan du Salvador, comme on l'appelait. C'est une sorte de Kiki de Montparnasse, vous voyez. Elle était très belle d'abord. Très très belle. Et Antoine, à la mort de Gómez Carrillo, elle est allée récupérer. Malheureusement, elle l'a pas obtenu parce qu'il y a eu une révolution à ce moment-là. Elle est partie à Buenos Aires, dont était originaire son mari. Elle est partie chercher l'héritage. Et là, il y a eu une révolution qui a fait qu'elle n'a pas pu accéder à son héritage. Mais là, elle est allée écouter une conférence d'Antoine à l'Alliance française. Et là, Antoine est tombé, mais vraiment stupéfait. C'est le coup de foudre, quoi. C'est la rencontre. C'est la rencontre avec elle. Il lui a proposé de venir en avion, car il était directeur de l'Aeroposta Argentina. Et donc, il avait toute possibilité de prendre des avions qu'il voulait. Il est parti avec elle. C'était son baptême de l'air à minuit.
Et là, après la conférence, il l'a demandé en mariage. Il était assez fou pour ça. Hein. Oui. C'était un garçon assez franc. Eux deux étaient libres. Elle était libre. Mais elle était un petit peu gênée quand même, parce qu'elle lui dit, mais écoutez, je ne vous connais que depuis 3 heures. Quoi. Et alors il lui dit, si vous ne m'épousez pas, je me jette... et il faisait des loopings sur Buenos Aires. Et il piquait sur Buenos Aires. Enfin, c'était horrible, paraît-il, d'après ce que raconte... Et elle a dit, oui, d'accord, je veux tout ce que vous voulez. Et c'est ainsi que Antoine est tombé amoureux d'elle et qu'il l'a hébergée dans son appartement. Il a dit en tout bien, tout honneur, je dormirai sur le canapé. Mais au petit matin, il était dans son lit. Et donc, ils se sont mariés très vite. Et après, ça a été une vie tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que c'était des enfants terribles, quoi. Ce que Cocteau appelait les enfants terribles, c'est-à-dire un garçon et une fille qui étaient fantasques, tout aussi bohèmes l'un que l'autre, et qui vivaient la passion et qui se séparaient, qui se disputaient, qui s'arrachaient. Il y avait des scènes de ménage épouvantables, des assiettes voltigées, paraît-il, etc. Et il a jamais voulu en divorcer avec elle, malgré les velléités qu'elle a eues, parce qu'il l'a trompée énormément. Hein, et il en a fait la rose du Petit Prince. Oui, parce que vous dites quand même qu'il a une relation assez particulière avec les femmes. Il les séduit, il les consomme, il les abandonne. Donc, on est très étonné parce qu'effectivement, vous le savez que pour le mariage, quand il y a des mariages aujourd'hui, les jeunes mariés choisissent toujours la fameuse phrase et regarder dans la même direction, etc. Et c'est effectivement dans Citadelle, je crois que ou dans Terre des Hommes que Saint-Exupéry dit ça. Mais en fait, il a prouvé que dans sa vie sentimentale, il n'a jamais regardé dans la même direction avec la même femme. Et donc, il est allé voir partout. C'était un grand coureur de jupons. Et donc, un grand aventurier. Et un grand aventurier, accessoirement aussi, bien sûr. Juste pour finir, Alain Viercondelet, quelle leçon de vie Antoine de Saint-Exupéry nous laisse-t-il et qui pourrait trouver un écho dans la période un peu compliquée que nous vivons en ce moment? Je crois que Saint-Exupéry, c'était un homme de vérité. C'était un homme qui a tout vu du monde à venir. Il a vu le monde de termites qui vient vers nous aujourd'hui, c'est-à-dire un monde de robots aveugles. Il l'a vu, ça. Il ne supportait pas que dans les radios, on puisse écouter une aria de Bach et que tout de suite après, sans transition, il y ait une chanson de Maurice Chevalier, Viens Poupoule, Viens Poupoule. Bref, c'est un homme qui est, je crois, la grande force d'Antoine aujourd'hui, qu'il peut nous apporter, c'est dans la relecture, dans la revisite d'Antoine, c'est l'énergie. C'est une énergie incroyable. C'est une énergie, une force de vie. Une force de vie qui n'a rien à voir pourtant, parce que par exemple Marcel Proust a parlé du vivant, mais c'est un vivant qui est tonique chez Antoine. C'est pas un vivant qui est précieux comme Proust, vous voyez, c'est tout à fait différent. C'est une énergie vitale extrêmement puissante. Et ben on va se quitter sur cette énergie vitale. Moi je vous invite alors vraiment à découvrir le livre Saint-Exupéry, Les amours de sa vie, qui a été écrit par Alain Viercondelet aux éditions Alizio, parce que c'est un livre qui va vous faire lire et relire l'œuvre de Saint-Exupéry, vous faire découvrir un homme complexe, mais un vrai héros. C'est un homme. C'est un homme, voilà, avec un grand H. C'est un homme qui a vécu. Et voilà, et c'est un livre passionnant. Et quand on le ferme, on n'a qu'une seule envie, c'est de se replonger dans l'œuvre de Saint-Exupéry. Merci pour ce portrait qui va nous permettre de le relire différemment. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Dans un instant, il n'y a pas d'âge pour aider son prochain. Vous voulez faire un don, une donation, vous voulez prêter de l'argent à un ami ou à un membre de votre famille. Attention, il y a des règles. Et enfin, nous vous parlerons aussi de l'obligation alimentaire. Parce que tout le monde, David, ne sait pas ce que c'est que... Mais oui, mais moi je ne savais pas. Et juste après la pub, il n'y a pas d'âge pour emmener son animal de compagnie en voyage avec soi. Eh bien écoutez, on va vous faire découvrir plein de lieux de vacances qui seront ravis cet été de vous accueillir avec votre pépette d'amour ou votre petit loup de Poméranie. Et pour ceux qui ne peuvent pas les emmener, eh bien on va vous donner tous les bons plans pour les faire garder. À tout de suite. À tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et avant de découvrir plein de lieux de vacances qui seront ravis cet été de vous accueillir avec votre animal de compagnie, eh bien Catherine, vous allez nous donner des conseils pour éviter les mauvaises surprises si on s'apprête à faire un don ou à prêter de l'argent. Absolument. Alors, il n'y a pas d'âge pour aider son prochain, évidemment. On peut tous être amenés à
prêter, faire un don, une donation à un ami, à un membre de sa famille. Mais attention, il y a des règles à respecter pour que tout se passe bien. D'ailleurs, en France, si vous prêtez au-delà d'un certain montant, vous verrez, il doit être déclaré au service des impôts. N'est-ce pas, Laurence Ledrenne ? Tout à fait. Bonjour Laurence, vous êtes responsable des droits et des retraites pour le magazine Notre Temps. Alors, on va reprendre pour être précis, pour que tout le monde s'y retrouve, la différence entre le prêt, le don, la donation et surtout les démarches qui doivent accompagner juridiquement chacun de ces actes. Alors, je commence par le don le plus simple. Quand vous offrez de l'argent, des billets, un chèque, un virement, peu importe, même un objet, et ça peut être aussi une voiture à un membre de votre famille, par exemple votre petit-fils ou un ami. Lorsque vous l'offrez à un moment précis, lors d'un événement, un anniversaire, un examen réussi, son mariage, Noël, ce don-là, ça s'appelle un présent d'usage. Oui. Là, il n'y a aucune formalité, aucune déclaration à faire aux impôts. Évidemment, il faut être raisonnable, mais vous avez quand même de la marge. Il ne faut pas dépasser 2% de votre patrimoine ou 2,5% de votre revenu net. D'accord. Vous faites la même chose hors d'une occasion. Ça s'appelle un don manuel. Et là, celui qui reçoit doit payer des droits de donation. Sauf si l'abattement fiscal, s'il profite d'un abattement fiscal. Alors l'avantage, c'est que les abattements se renouvellent tous les 15 ans. Et que ça dépend aussi du lien que vous avez, du lien familial que vous avez avec la personne qui reçoit. Par exemple, un enfant peut recevoir quand même 100 000 euros de son père, 100 000 euros de sa mère tous les 15 ans sans rien avoir à payer. Oui, ça oui. D'accord. Néanmoins, il faut déclarer tout ça quand même au service des impôts dans le mois. Attention aussi, quand vous faites comme ça un don manuel à quelqu'un de votre famille, ça peut semer la zizanie entre vos héritiers. Ah bah oui. Parce qu'on va en reparler au moment de votre succession. Tout ça va ressortir. Autre cas, la donation. C'est exactement la même chose pour l'argent, mais vous pouvez donner par donation une maison, un appartement. Ça comptera aussi lors de votre succession. Et les abattements fiscaux sont les mêmes. Ça dépend toujours du lien familial. Donc si c'est un ami, il n'y a pas d'abattement. D'accord. Mais alors, et maintenant, si vous prêtez de l'argent à un proche, l'important c'est d'écrire les choses. D'ailleurs, c'est obligatoire de le faire si le prêt dépasse 1 500 € et il faut le déclarer si le prêt dépasse 5 000 €. Donc faites un papier entre vous, mettez tout au clair et signez. Mais alors, justement, Laurence, à partir de quel moment on doit aller chez le notaire ? Alors, pour la donation, c'est impératif, obligatoire, il faut y aller. Et pour un don manuel important, ou même pour un prêt qui est quand même assez conséquent, c'est vivement conseillé d'aller chez le notaire. Pourquoi ? Parce qu'il va vous aider à éviter les jalousies dans la famille. Il va vous aider à équilibrer tout ça et c'est vraiment dans votre intérêt. Oui, il faut cadrer la démarche en fait. Alors, il y a une deuxième information que je trouve importante aussi et sur laquelle vous vous êtes penché, c'est l'obligation ou le devoir alimentaire. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça signifie ? Oui. Alors, l'obligation alimentaire, c'est prévu dans le Code civil. C'est l'obligation pour les enfants d'aider leurs parents si ces derniers ne peuvent plus payer les dépenses essentielles, par exemple pour se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner. Alors, ça marche dans les deux sens, c'est réciproque. Les parents aussi sont tenus d'aider leurs enfants si jamais ceux-ci sont dans le besoin, même s'ils sont majeurs. D'accord. Sont concernés par cette obligation, je viens de le dire, donc les parents, les enfants, mais aussi les petits-enfants. Par exemple, si un enfant ne peut pas donner à son parent, ça va peut-être être le petit-enfant adulte qui va venir à la rescousse. Oui. Et également les gendres, les belles-filles, mais pas les frères et sœurs. D'accord. Ok. Alors, bon, on n'a pas le temps d'aller plus loin. On va refaire quelque chose avec Laurence Ledrenne parce que franchement, c'est trop intéressant et trop important. On va aller en profondeur dans ce sujet une prochaine fois. Merci beaucoup, absolument. Laurence. Merci, Laurence. Merci à vous. Merci pour toutes ces explications sur les dons, donations, prêts. On peut retrouver toutes ces informations dans le magazine Notre Temps de juillet qui vient de sortir. Franchement, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très instructif. Et même plus d'informations. Absolument. Et maintenant, David, vous allez donner des conseils à tous ceux qui souhaitent emmener leur animal de compagnie en
vacances. Mais oui, Catherine, les vacances sont là et qui dit vacances dit casse-tête pour beaucoup de propriétaires d'animaux de compagnie. Alors enfin, sauf pour les cons, hein, je pèse mes mots, qui les abandonnent sans scrupule sur une aire d'autoroute, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est dit. Non, pour les amoureux de leur pépette d'amour ou de leur petit loup de Poméranie, eh bien, on va demander à notre vétérinaire préférée, Laetitia Barlerin, si elle a des bons plans spécial vacances avec son animal de compagnie. Bonjour Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia. Bonjour Cathy, bonjour David. Bonjour. Alors, si je veux partir en vacances avec mon animal de compagnie, est-ce qu'il existe des parcs naturels, des parcs à thème ou même des clubs de vacances où je peux l'emmener ? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il y a une différence entre les parcs nationaux et les parcs naturels. Les parcs nationaux sont interdits aux chiens, exception faite des Cévennes, où on peut emmener son chien avec en laisse. Concernant les parcs naturels, bien souvent, les chiens sont acceptés, mais en laisse. C'est-à-dire que si vous randonnez avec lui, il faut absolument qu'il soit en laisse. Pourquoi ? Tout simplement pour protéger la faune sauvage dans les montagnes ou dans les parcs, ou protéger même les troupeaux, parce que un chien peut faire peur à des troupeaux. Alors, concernant les parcs à thème, alors tout ce qui est parc d'attractions, parcs zoologiques, aquariums, etc., les chiens, les chats bien entendu, sont interdits. Mais heureusement, de plus en plus de parcs proposent des chenils à l'entrée de leur parc, par exemple le Futuroscope, Disneyland, Astérix ou alors le Puy du Fou propose justement de vous garder votre animal pendant que vous visitez le parc, et donc il y a des garderies, alors il faut compter entre 5 et 25 euros par jour. Et puis pour finir, les clubs, vous savez, les clubs de vacances normalement refusaient les animaux, et ils se sont aperçus que quand même 60% des Français avaient des animaux, donc de plus en plus de clubs de vacances acceptent les animaux. Et il y en a même qui proposent soit une garderie pour animaux, soit des activités pour vos animaux. Donc vous voyez, maintenant les animaux sont de plus en plus acceptés en vacances. Bon ça c'est malin quand même. Mais alors maintenant, moi si j'ai une destination un peu idyllique et que mon animal n'est pas accepté, qu'est-ce que je fais ? Dans ces cas-là, il va falloir le faire garder. Il n'y a que ça à faire. Alors heureusement, aujourd'hui, on a vraiment des options diverses. Alors vous avez la bonne pension canine ou féline, mais vous avez aussi des hôtels pour chiens ou chats, même des clubs de vacances pour chiens ou chats. Vous avez aussi le pet. Oui, ça existe. C'est-à-dire que c'est des chiens qui sont dans un club avec des éducateurs. Ils sont en meute et puis ils courent toute la journée dans la forêt. Et puis le soir, ils sont rentrés à la maison. Oui, ça existe. Sinon, vous avez des... Oui, c'est génial. Sinon, vous avez des pet-sitters, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sites internet qui proposent de vous mettre en relation avec des personnes qui peuvent garder votre animal pendant les vacances. Et puis, moi, il y a une formule que j'aime beaucoup, c'est le home-sitting. Il y a beaucoup d'agences qui proposent ça. Le home-sitting, c'est simple. Vous donnez les clés à un couple de retraités qui passent ses propres vacances chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, qui gardent vos animaux, qui arrosent les fleurs, qui entretiennent la piscine et qui en tout cas sont présents et évitent les cambriolages. Donc moi je trouve que c'est pas mal ça. Mais ça peut être une bonne idée. C'est même génial. Laetitia, est-ce qu'il y a des animaux de compagnie qui voyagent moins bien que les autres ? Alors non, le problème du voyage, c'est surtout le stress ou la chaleur. Vous pouvez même emmener votre lapin dans votre voiture ou votre cochon d'Inde, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne soit pas stressé et qu'il n'ait pas chaud. Alors, pour qu'il ne soit pas stressé, le mieux quand même, c'est de l'habituer petit, d'avoir une conduite qui est quand même douce, pas une conduite sportive, de ne pas mettre aussi la musique à fond. Et puis, il faut faire attention à la chaleur. Donc, si possible, prendre une voiture avec une climatisation, ça c'est vraiment hyper important pour n'importe quel animal se trouvant dans la voiture, parce que c'est vraiment un endroit confiné où les animaux, vous savez, ils ont du mal à maintenir leur température corporelle par rapport à nous, ils ne transpirent pas, donc ils souffrent vraiment de la chaleur dans la voiture. Donc vraiment, prenez une voiture avec climatisation et puis faites des pauses, bien sûr, toutes les 2 heures pour l'abreuver, pour qu'il se sente bien. Alors, chaque été, on est consterné par le nombre d'abandons. En moyenne, 16 000 animaux abandonnés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ? Quel genre de discours on peut avoir ? Il y a des campagnes, on a l'impression chaque année que le problème se répète et que rien ne change. Oui, alors moi, je pense que c'est des personnes qui d'abord ne sont pas conscientes
de ce qu'est d'avoir un animal de compagnie à la maison. Un animal de compagnie, c'est un membre de la famille, mais qui dépend à 100% de nous pendant 15 ans en moyenne. C'est-à-dire que pendant 15 ans, vous devez vous occuper de l'animal. Il faut savoir quoi en faire pendant les week-ends, pendant les vacances. Est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que dans la journée, vous travaillez, mais qui peut le sortir? Par exemple, s'il s'agit d'un chien, est-ce que vous êtes présent ou pas? Faire attention, ça doit être une décision collégiale en famille. Ce n'est pas un caprice d'enfant qui veut absolument un chien ou un chat. Il faut vraiment que toute la famille soit d'accord pour accueillir l'animal et que tout le monde se responsabilise et s'en occupe. C'est vraiment ça. C'est qu'à un moment, il faut réfléchir. C'est pas les achats coup de cœur. C'est quelque chose qui amène à des abandons l'été. Souvent aussi, ce sont des cadeaux offerts à Noël qui font les abandons de l'été. Donc faites attention. Un animal, c'est un être sensible qui dépend de nous, qui a besoin de nous et qui a besoin aussi de beaucoup de contacts et de temps à lui consacrer. Puis c'est un budget aussi. Ça aussi, il faut y penser. On va se quitter sur ces mots, sur ces paroles sûres. Merci beaucoup Laetitia Barlerin pour tous ces bons conseils. Et s'il vous plaît, Laetitia, à bientôt. S'il vous plaît, cet été, n'abandonnez pas votre animal de compagnie sous prétexte que vous ne pouvez pas l'emmener en vacances avec vous. Et nous, Catherine, on se retrouve juste après la pub avec Patrick Préjean. Mais oui, Patrick Préjean sera là parce qu'il remonte sur scène et il va jouer 2 pièces simultanément dans la même journée. C'est assez rare pour le souligner. Ça sera en Avignon au Théâtre des Gémeaux à partir du 29 juin et à partir du 13 septembre au Théâtre de Passy. À tout de suite. À tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 13h sur Sud Radio. Et tout de suite, nous recevons le comédien Patrick Préjean. Il sera sur scène dans 2 pièces qui se suivent. Visite à Mr Green et Retour chez Mr Green. Alors c'est assez rare pour le souligner. 2 pièces d'affilée au Théâtre des Gémeaux à Avignon à partir du 29 juin, Catherine, c'est ça? Oui, absolument. Et nous sommes très heureux de recevoir Patrick Préjean aujourd'hui, qui fait carrément partie de notre patrimoine culturel. C'est plus de 80 films au cinéma. Mais c'est vrai, Patrick. Plus de 60 séries. Vous venez de m'en mettre un coup sur la tête terrible. Non, un jeune patrimoine. On a tous forcément vu plusieurs films avec vous, plusieurs séries. Si je vous dis Les Gendarmes et les Gendarmettes, Le Mur de l'Atlantique, Podane, Les Pétroleuses, même à la télé, Les Rois Maudits, Les Nouvelles Aventures de Vidocq, ou encore plus près de nous, Scène de ménage. Eh bien, la liste est très longue. Et puis, votre voix, cher ami. Là, on ne peut pas ne pas connaître votre voix. Les dessins animés. Qui n'a pas entendu Tigrou ou Gros Minet? Mais alors, comment allez-vous, Patrick Préjean? Patrick Tufoffi, je vais vous la dire à Gros Minet, je vais bien. Ah, super. Alors nous, on est vraiment ravis. Toujours ce regard pétillant, le sourire aux lèvres. On est très heureux de vous recevoir pour parler de ces 2 pièces que vous allez jouer l'une après l'autre. Et ça, je suis très admirative. Visite à Mr Green et Retour chez Mr Green à Avignon fin juin. Alors, pourquoi ces 2 pièces successives, Patrick? Je suis curieuse, là. Ben parce que c'est l'auteur Jeff Baron qui a écrit une suite à la première avec les mêmes personnages. Alors, dans la première, on n'est que 2, avec Thomas Joussier, qui est aussi mon metteur en scène. Et dans la seconde, c'est la suite des aventures de Mr Green, mais vient s'ajouter une petite fille, enfin, c'est ma petite fille dans la pièce, et un autre personnage qui est un jeune garçon, voilà. Alors, sans dévoiler trop de choses, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la trame des 2 pièces, Patrick? Alors, justement, je vais pas être un bon client pour vous parce que si je vous raconte la trame, c'est une catastrophe après pour le spectateur. Non, alors je vais vous dire, c'est une pièce à tiroir. C'est-à-dire que toutes les scènes, vous ouvrez une scène, il en sort quelque chose, à la suivante quelque chose pour la 3e, à la 3e pour la 4e, et une sorte de suspense psychologique aussi qui va jusqu'à la fin de la pièce. C'est une pièce très drôle, mais aussi très touchante, très humaine, très humaniste, et qui est une pièce contre l'intolérance, donc sur les tolérances, sur les différences, sur les minorités. Ah bah très d'actualité alors.
Ah ben oui, complètement contre le dogme, vous voyez. Oui. C'est une pièce qui a déjà été créée il y a une vingtaine d'années par Philippe Clay et Thomas Joussier, le même. Et il y a une sorte, en plus dans deux théâtres, il y a une sorte de festival Jeff Baron il y a aussi Visite à Monsieur Green, donc je joue Le Retour, et il y en a une troisième qui s'appelle Monsieur et Madame Dieu, qui va être créée carrément en première mondiale au théâtre du Chien qui fume avec Jean-Pierre Bouvier et Marie-Christine Adam. Oui. Donc vous voyez, c'est pas que le Festival d'Avignon, c'est le Festival d'Avignon Jeff Baron. Voilà. Bah dites donc. Alors ce Mr Green, en fait, est-ce qu'il résonne quelque part en vous? Malheureusement, un tout petit peu en ce moment, vu l'âge que je viens d'atteindre. Oh, c'est rien ça. Vous êtes un jeune octogénaire. Mais oui. Je ne vous le fais pas dire. Non, mais heureusement que tout ne résonne pas en moi, parce qu'il a un côté acariâtre et un peu coléreux qui pourrait être exaspérant, sans quoi. Mais c'est un très 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 beau personnage. On peut appeler ça j'ai l'impression de m'entraîner pour les Jeux Olympiques théâtraux, vous voyez. Oui. Alors il y a une chose qui est étonnante dans votre carrière, c'est que c'est la première fois que vous jouez en Avignon. Oui, ça manquait à mon pédigré. Ça ne s'est jamais produit. Après 63 ans de carrière, par contre, j'ai plein de souvenirs à Avignon. Quand j'étais petit, mon père m'emmenait à Avignon quand on partait en vacances. Alors, votre père, Albert Préjean, Albert Préjean, qui est un célèbre comédien. Oui. Une star des années 30-40, qui a tourné le premier film français parlant. Oui. Sous les toits de Paris de René Clair. Alors, quand il vous emmenait enfant, ça vous évoquait quoi, ces trompettes en Avignon, ces choses, tout ça? Quand j'étais un peu trop petit pour écouter les trompettes et voir les trompettes, mais j'y suis beaucoup retourné après pour le tournoi des personnalités de pétanque organisé par Gérard Dufaux, où il y a ma fille Laura qui a joué, elle, en Avignon, et j'ai créé une comédie musicale avec Annie Cordy à l'opéra d'Avignon. J'ai même eu un accident assez grave quand je tournais La Possédée avec Michel Leroyer et Ludmila Tchérina. Oui. Je suis passé à travers un promontoire et je me suis cassé, devinez quoi, le menton. Non. Votre célèbre menton. Mais exactement, forcément. Tout ce qui dépasse, ça se passe plus vite parce que ça atteint le sol plus rapidement. Alors vous qui êtes à Avignon en ce moment, et puis vous jouez cette pièce. Non, pas encore. Vous qui allez jouer à Avignon et vous qui allez jouer à Paris par la suite, quel regard aujourd'hui, en tant que comédien, vous avez sur votre métier aujourd'hui? Je trouve que c'est un métier de plus en plus difficile parce que on fait croire que c'est facile sans jamais parler du travail qu'il y a derrière. Il faut que les gens doivent avoir l'impression que on fait ça totalement spontanément, et pour donner cette impression-là, s'ils savaient combien il y a d'heures de travail, de pénibilité, de rogne, de colère, d'interrogation, c'est fou. Mais ce qui ne veut pas dire que je suis en train de me plaindre. Hein. Non, j'ai de la chance, j'ai un métier passion et je le fais. Et en plus, il marche bien. Et depuis longtemps. Alors, je ne vais pas me plaindre. Mais voilà un des aspects problématiques du métier. Voilà. Bon. Non, et puis surtout, vous avez une chose, c'est qu'en cette période un peu trouble politiquement que nous traversons, vous avez un petit peu. Non, il y a une chose qui fait du bien, c'est d'avoir des pièces comme la vôtre, d'avoir des acteurs comme vous qui ont toujours le sourire aux lèvres et qui nous amènent et nous font oublier des choses et qui nous emmènent en voyage. C'est adorable, mais c'est normal que j'ai le sourire aux lèvres.
quand je vois le nombre des problèmes qu'ont beaucoup de gens, je peux dire que quelque part, je suis un privilégié. Absolument. On va se quitter sur ce joli mot, Patrick Préjean. Et on viendra vous voir avec plaisir, parce que moi, je veux vous voir dans ces deux pièces. Oui, Visite à Mr Green et retour chez Mr Green. Donc, en Avignon, à partir de quand? Du 29 juin. Et 29 juin. Et au Théâtre de Passy à Paris, à la rentrée, à partir du 13 septembre. Eh bien, génial. 5 septembre. 5 septembre. 5 septembre. Mais oui, 5 on m'a donné une mauvaise information. Alors. Merci Patrick Préjean. À bientôt. À très bientôt. Au revoir, merci. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Avec Catherine, nous vous souhaitons passer un bon dimanche, une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve on se retrouve dimanche prochain à 7h49 avec notre ami Jean-Marie Bordry. Jean-Marie Bordry, évidemment, et entre 12h et 13h pour Il n'y a pas d'âge. Nouveaux conseils. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.